Bienvenue dans le match des idées, c'est notre rendez-vous du lundi soir. En plateau avec nous, Mathieu Plane, bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE, Maël de Calan, bonsoir. Bonsoir. Dirigeant de la boîte à idées, un think tank proche de l'UMP. Et l'on reparle d'un impôt très critiqué, un impôt unique dans l'Union européenne, c'est l'ISF. Pierre Gattaz du MEDEF réclame à corps et à cri sa suppression. Il l'a fait aujourd'hui, il l'avait déjà fait à l'université d'été du MEDEF, écoutez-le. Taxer, ce n'est pas réformer. Surtaxer, c'est créer des chômeurs. Supprimons l'ISF et supprimons la taxe à 75% sur les revenus. Alors rappelons qu'on est assujetti à l'ISF à partir d'un patrimoine supérieur ou égal à 1 300 000 €. Pierre Gattaz met en fait en avant un argument. Il dit que cette taxe freine la croissance des entreprises. Mathieu Plane a-t-il raison ? Non, je ne crois pas que dans le contexte actuel, on puisse dire aussi facilement que l'ISF est un frein à la croissance. Globalement, effectivement, si on a un niveau de fiscalité très élevé, ça peut être un frein. Dans le contexte actuel, l'ISF d'abord a été réformé. C'est, comme vous l'avez rappelé, c'est que le seuil d'entrée est à 1,3 million d'actifs nets, c'est-à-dire net des dettes. Donc, ce n'est pas uniquement du patrimoine, c'est net des dettes, alors qu'avant, il était plutôt autour de 800 000. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, notamment de marge de manœuvre faible, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans un contexte de consolidation budgétaire, revenir sur l'ISF et notamment supprimer l'ISF, ça veut dire aussi passer de plus de 4 milliards de recettes fiscales. Je ne crois pas que la priorité soit de ce côté-là aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs certains travaux montrent qu'on a plutôt des augmentations d'inégalités de revenus en France qui sont assez importantes. Supprimer l'ISF risque d'accroître ça et aussi on a le risque aussi d'aller vers une société notamment de rente et de transmission de dette si on ne taxe pas plus le capital. Maël de Calan, est-ce que c'est un frein à la croissance des entreprises ? Je crois que c'est d'abord un mauvais impôt. C'est un impôt qui rapporte 4 milliards d'euros, un tout petit peu plus, à l'État. C'est beaucoup d'argent quand même, surtout en période de disette budgétaire. C'est beaucoup d'argent, surtout en période de disette budgétaire. Mais quand je dis que c'est un mauvais impôt, il rapporte 4 milliards, mais il coûte probablement davantage. Alors les estimations, elles sont très difficiles à élaborer. Il y a plein d'économistes qui s'y sont essayés, à chaque fois avec des résultats qui ne sont pas très solides. Mais les estimations vont toutes dans le même sens, c'est que le coût fiscal de l'ISF serait supérieur à 4 milliards d'euros si on prend en compte l'ensemble des prélèvements qui ne sont pas perçus par les gens qui échappent à l'impôt ou qui quittent le territoire pour ne pas avoir à le payer. Donc je crois que c'est d'abord un très mauvais impôt. Ensuite, comme le dit Gattaz, mais ce n'est pas le seul, il y a énormément de responsables économiques et de responsables politiques qui vont dans ce sens, c'est que c'est un mauvais impôt dans le sens où il freine l'activité économique. Pourquoi ? Parce que même s'il n'entraîne le départ hors de France de quelques dizaines de milliers de foyers fiscaux uniquement, ce sont des gens qui ont accès à du capital, qui ont de l'expérience, qui ont de l'énergie, qui pour un grand nombre d'entre eux ont été des chefs d'entreprise, et que ce sont autant d'entreprises qui ne sont pas créées en France. Donc je pense que c'est aussi un mauvais impôt au plan économique. Et puis finalement, je termine là, c'est un très mauvais impôt au plan politique ou au plan moral, dans le sens où on envoie le message qui est reçu 5 sur 5 par tout le monde, que c'est en prenant aux riches qu'on va réussir à améliorer le quotidien des plus modestes. Et ce message, je pense qu'il est évidemment complètement faux au plan économique, mais il est surtout complètement pervers, dans le sens où il enferme les Français dans cette conviction que c'est vraiment les riches qui sont responsables de la crise économique. Je voudrais juste faire réagir Mathieu Plane sur l'aspect économique, sur l'argument avancé à l'instant par Maël de Calan, l'idée que là, il y a de l'argent qui pourrait être investi dans nos entreprises. Alors, je pense que cet argument fonctionne si effectivement on avait un déficit d'épargne en France. Or, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le problème. D'ailleurs, les financements sont plutôt relativement bas actuellement. Je voudrais rappeler aussi que l'ISF exonère tous les biens professionnels. Donc, les biens professionnels ne sont pas taxés à l'ISF. Donc, ce n'est pas des personnes qui vont partir. C'est uniquement pour leur compte propre et pas au niveau de l'entreprise. Deuxièmement, il a été créé au niveau de l'ISF la possibilité d'exonérer les investissements dans les PME. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans la tuyauterie qui existe, on a une incitation dans l'ISF justement à investir dans les PME. Donc on ne peut pas dire clairement que l'ISF pénalise le financement de l'économie ou la croissance dans ce cadre-là. Et dernier point, c'est qu'une fois de plus, on ne peut pas s'exonérer du contexte économique et budgétaire. Et qu'effectivement, même si 4 milliards, ça ne paraît pas énorme, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la priorité de mettre 4 milliards pour supprimer l'ISF. Oui, toutes les réformes que vous avez évoquées, par exemple l'ISF PME qui a été mis en place en 2007 et qui permet, si vous voulez, à un redevable de l'ISF de déduire une partie de son impôt en investissant dans des PME soumises à certains seuils. Toutes ces réformes, elles vont dans le bon sens. Je suis entièrement d'accord avec vous que l'ISF n'est pas non plus le monstre fiscal qu'on en fait. Ça fait peser à peu près 4 milliards de prélèvements sur le patrimoine. Cela étant,
Cela étant, même si l'épargne en France est abondante, cette épargne, elle s'investit de manière plus ou moins risquée. Or, l'investissement dans la création d'entreprises, dans la reprise d'entreprises en difficulté, ou pas en difficulté du reste, il implique de faire prendre à son épargne, de prendre des risques qui ne sont pas le fait de tous les agents économiques. Et il se trouve que ceux dont on parle, les quelques dizaines de milliers de ménages qui sont partis hors de France, notamment, mais pas seulement, pour échapper à l'ISF, sont des gens qui, encore une fois, ont l'expérience, sont des entrepreneurs pour un grand nombre d'entre eux. Évidemment, il n'y a pas de statistiques extrêmement fiables, donc c'est très dur à la fois de savoir quel est le coût fiscal et le coût économique de cet impôt. Mais je voudrais conclure en disant que je rejoins Mathieu Plane sur un point, c'est qu'il ne s'agit pas pour la droite de se contenter de dire on va supprimer l'ISF sans se demander comment on finance cette suppression. Cette suppression, elle devra avoir comment on compense les 4,5 milliards que rapportera l'ISF cette année. Donc la vraie réflexion, elle est là. C'est comment est-ce qu'on les compense, et il faut être suffisamment honnête pour dire qu'on ne pourra pas les compenser immédiatement par des économies sur la dépense ou par des hausses de TVA qu'on met un peu à toutes les sauces. Vous savez, à droite, quand on veut supprimer un impôt, on dit toujours on le financera en augmentant la TVA et en réduisant la dépense. Ce qui est une très très bonne chose par ailleurs, mais on ne pourra pas le faire sur tous les prélèvements. Et donc, si on veut supprimer l'ISF, pas en 2018 ou en 2019, mais dès 2017, il faudra trouver des ressources fiscales immédiatement. Donc ça veut dire créer de nouvelles taxes. Créer de nouvelles taxes qui peuvent d'ailleurs y compris peser sur le patrimoine, mais pas le patrimoine productif. C'est-à-dire augmenter éventuellement un petit peu les impôts fonciers, réduire certaines niches qui pèsent sur l'impôt sur le revenu. Donc ce sera un cocktail de différentes mesures qui permettront de pallier ces 4 milliards, mais qui permettront surtout d'envoyer, et c'est très important, dès 2017, 2 signaux. Le premier, c'est on supprime les SF parce que la France n'est pas l'ennemi des riches. On a besoin d'eux pour créer des entreprises et pour créer des emplois. Et surtout, le deuxième signal, qui est au moins aussi important que le premier, c'est que c'est fait pour durer. C'est pour ça qu'il faut le faire dès 2017, pour que les gens qui sont partis constatent qu'en 2018, en 2019... Donner de la visibilité, c'est ça ? Exactement. Sur la fiscalité. On arrête sur cette fiscalité du patrimoine de changer, comme la droite l'a fait d'ailleurs abondamment par le passé. De la place de Paris sont d'accord pour donner de la visibilité sur la fiscalité. Il y a quand même un fait qui est incontestable, c'est que l'ISF n'existe nulle part ailleurs en Europe. Alors effectivement, il existe nulle part ailleurs. Après, il y a d'autres types d'impositions sur le patrimoine ou le capital, hein. Typiquement sur les donations, les successions. Donc vous l'avez rappelé aussi, c'est-à-dire à ce moment-là, si on doit trouver 4 milliards, comment aujourd'hui on transforme l'impôt ? Et c'est-à-dire quel transfert on crée ? Et si on le fait par de la TVA, effectivement, on aura quand même des effets de redistribution qui seront plutôt négatifs. Pareil si on passe par d'autres types de fiscalité. Mais globalement, donc la réflexion sur la fiscalité du patrimoine, elle est importante. Elle est importante aussi de savoir est-ce qu'on taxe le capital productif. Je ne suis pas sûr que l'ISF taxe le capital productif. Une fois de plus, les biens professionnels sont exclus de ce type de capital. Par contre, il y a effectivement la difficulté aujourd'hui du foncier. Et on voit ils sont exclus, pardon, je vous reprends, ils sont exclus quand vous êtes le patron de l'entreprise. En revanche, si vous êtes simplement un investisseur, que vous avez 15%, 20%, 25% d'une boîte dans laquelle vous investissez de l'argent, mais dans laquelle vous n'avez pas de mandat social, là, vous n'êtes pas exonéré, parce que ce n'est pas un bien professionnel. Pas seulement si vous êtes patron, si vous travaillez aussi dans l'entreprise. Oui, c'est exact. Donc, c'est pas forcément... Donc, c'est vrai que ce périmètre du capital productif n'est pas évident. Il y a effectivement cette question aussi du foncier. Donc, comment on pourrait transférer effectivement une taxation sur le capital productif vers plutôt quelque chose sur le foncier. On le voit effectivement aujourd'hui avec notamment les gains en capital sont essentiellement liés à l'immobilier. Et notamment comment aujourd'hui, d'ailleurs, on va taxer ça. Et après, c'est vrai que le problème de l'ISF, c'est que c'est déclaratif et que effectivement, aujourd'hui, un impôt à une valeur déclarative dépend aussi des déclarations qui peuvent être faites. Et donc, il peut être souvent sous-valorisé. 2 choses très rapidement. La première, c'est que non seulement l'ISF n'existe nulle part ailleurs, mais surtout il a été supprimé partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait 7 ou 8 pays qui encore il y a une dizaine d'années avaient un ISF, et que tous ces pays, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un mauvais impôt au plan fiscal et au plan économique, sont supprimés. Ouais. Deuxième chose, juste pour conclure, chaque année il y a des députés de droite qui s'amusent à proposer de réintégrer les œuvres d'art dans l'assiette de l'ISF. Parce que vous savez que les tableaux, les œuvres d'art ne sont pas inclus. C'est un refus. Et à chaque fois, c'est un refus, mais surtout à chaque fois, la gauche tient un discours que je trouve parfaitement juste, d'ailleurs, c'est « si vous faites ça, vous allez tuer le marché de l'art à Paris ». Et c'est vrai, Mais je me demande pourquoi ce qui est vrai du marché de l'art, les socialistes ne l'appliquent pas à l'ensemble de l'économie, et y compris au capital productif. Il se trouve qu'à chaque fois, le débat arrive quelques jours avant la FIAC. Ce qui a effectivement le don de son effet, effectivement. Allez, c'est fait pour ça. À suivre, autre sujet sensible, la libéralisation du travail le dimanche, qui pourrait être plus importante que prévu. C'est en tous les cas le souhait du ministre Emmanuel Macron. Il finalise actuellement la réforme qui sera présentée dans un mois environ.
Les zones d'ouverture le dimanche devraient être étendues, notamment à Paris, et les PME de moins de 20 salariés n'auraient pas à verser de compensation salariale. On voit ça avec Floriane Villebois. Le travail le dimanche, bientôt facilité. Parmi les mesures envisagées par Bercy, une aide aux patrons de PME de moins de 20 salariés. Ces derniers pourraient être dispensés de verser des compensations à leurs employés travaillant le dimanche. Un régime dérogatoire jusque-là réservé aux entreprises de moins de 11 personnes. Ça confirme ce qu'on dit depuis longtemps, c'est-à-dire que les salariés du commerce travailleront sans aucune majoration. Parce que quand on va jusqu'aux entreprises de moins de 20, et c'est la première mouture, on désigne déjà quasiment les 2/3 des entreprises du commerce. Autre volonté du gouvernement, étendre les zones de dérogation. Les zones touristiques et les puces, où le travail dominical est autorisé, seront élargies au commerce d'une dizaine de gares très fréquentées. Dans ces secteurs, le nombre d'ouvertures dominicales autorisées passera de 5 à 12 par an. Bercy veut également créer des zones touristiques de dimension internationale, notamment pour les grands magasins du boulevard Haussmann ou des Champs-Élysées à Paris. Les commerces pourront y ouvrir 52 dimanches par an. Le gouvernement l'affirme, le projet de loi peut encore être ajusté. Le texte sera présenté en Conseil des ministres dans un mois avant d'être débattu à l'Assemblée nationale en janvier 2015. Maëlle de Calan, faut-il voir large avec cette réforme? Est-ce que l'économie française aurait à y gagner? Je pense qu'elle aurait à y gagner, et pas qu'un peu, mais si on allait très au-delà du projet qui a été présenté par Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez conscience à quel point ce dispositif du travail du dimanche est absolument ubuesque. C'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques dans lesquelles vous avez le droit d'ouvrir et d'autres dans lesquelles vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Il y a des secteurs économiques, et pas uniquement les services publics, dans lesquels vous avez le droit d'ouvrir et d'autres dans lesquels vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Et alors, si vous voulez, par exemple, si vous voulez acheter des fleurs le dimanche après-midi, ça, vous avez le droit. Alors, en revanche, si vous voulez acheter du vin, par exemple, ça, c'est que le dimanche matin. Parce qu'à 13h, les commerces alimentaires, ils sont obligés de fermer. Et donc, ça, un dispositif complètement illisible, complètement injuste, parce qu'on dit vouloir protéger les salariés, mais en réalité, on les empêche de travailler. On l'a vu avec l'histoire de Castorama, de Brico Dépôt, etc., que les salariés, en réalité, manifestaient pour garder leur job et pour demander à ce qu'on ouvre leur magasin le C'est vrai dimanche. dans les grandes enseignes, mais dans les petits commerces, c'est déjà sans doute un peu plus compliqué. Si vous voulez, aujourd'hui, le travail du dimanche, déjà, il concerne 8 millions de salariés. C'est-à-dire 8 millions de salariés qui travaillent tous les dimanches, mais ça veut dire quasiment un actif sur 3 à qui il arrive de travailler le dimanche. Donc c'est en plus complètement hypocrite. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est ubuesque, mais on ne peut plus. La loi Macron ne va vraiment pas l'améliorer, en tout cas ne va vraiment pas le simplifier. On dit qu'on va passer de 5 à 12 dimanches. Et probablement que ces 12 dimanches, ce sera le maire qui les autorisera. Mais sincèrement, que vient faire le maire là-dedans? Que vient faire le maire? Pourquoi pas demander l'autorisation au curé pendant qu'on y est? C'est plus que 12 quand même, rassurez-moi. Alors, c'est 12 dimanches de dérogation que le maire peut accorder, en plus des secteurs qui ont le droit d'ouvrir, et en plus des zones touristiques, etc., qui ont toujours le droit d'ouvrir. Mais 5, c'est mieux que 12, donc il y a déjà du mieux. 5, c'est mieux que 12. Bon. Mais si vous voulez, la France, elle ne va pas s'en sortir comme ça avec des demi-mesures. Je voudrais juste conclure en disant que le travail le dimanche supprime, pénalise, grève la croissance économique. Si vous n'arrivez pas à acheter votre bouteille de vin le dimanche soir... Mais on l'achète, vous le savez bien, on l'achète le samedi, on s'organise. Quand vous allez les commerces sont fermés le dimanche, si vous avez oublié, forcément on consomme plus? Non, mais c'est une vraie question. Alors, il y a deux réponses très simples. La première, que vous pouvez, que vous comme moi, expérimenter, c'est que si vous avez oublié d'acheter votre bouteille de vin et que vous ne pouvez pas l'acheter le dimanche, vous n'allez pas en boire deux le lundi, ça c'est sûr. Et la deuxième réponse, mais que je trouve assez imparable, c'est que si jamais les entreprises devaient réaliser sur 7 jours, d'accord, le chiffre d'affaires qu'elles peuvent réaliser sur 6 jours, je vous assure qu'il n'y en a pas une seule qui va demander à ouvrir le dimanche. Mathieu Plane. Non, justement, vous avez soulevé cette question. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que vraiment on peut penser que l'ouverture du travail le dimanche, des commerces le dimanche, permettra une relance de la croissance? La réponse est non. Effectivement, on peut avoir des effets qui sont importants éventuellement sur les zones touristiques, et je pense qu'il faut s'attaquer justement à cette question-là, parce qu'effectivement, les touristes ne vont pas revenir. Mais sinon, on voit dans toutes les études qui sont réalisées, c'est que c'est uniquement vous allez différer un certain nombre d'achats ou reporter une certaine consommation. En clair, si on consomme déjà le samedi, on ne va pas consommer le samedi et le dimanche. Vous n'allez pas acheter 2 boîtes à outils parce que c'est ouvert le dimanche. Donc, en gros, sur l'année, ça va changer. Par contre, ça modifie la structure entre petits commerces et grands commerces. Ceux qui ont la capacité de s'organiser justement sur 7 jours et ceux qui ne l'ont pas. Et puis après, il y a la question de la compensation. Effectivement, s'il n'y a pas de compensation pour les salariés, c'est quand même extrêmement... Donc des primes, quoi.
Donc ça veut dire des primes, bien sûr. Oui. Des primes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez le dimanche, mais en compensation d'un salaire plus élevé. Or, aujourd'hui, ce qui est discuté, c'est de savoir est-ce que justement dans les PME, on aura la possibilité d'ouvrir le dimanche en compensation pour les salariés. Donc ça, c'est une vraie question. Ça veut dire qu'on va vous demander de travailler éventuellement sur 7 jours sans compensation salariale. Donc c'est vraiment un problème, tout ça, pour que les PME puissent s'adapter à la grande distribution ou au grand commerce. Oui, 2 réponses. La première, entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut absolument et d'urgence régler le problème des zones touristiques. Parce que les Japonais, enfin c'est l'ensemble des touristes asiatiques qui viennent aujourd'hui à Paris, c'est un phénomène qui est avéré que Laurent Fabius, a priori la loi Macron, Laurent Fabius donc les Champs-Élysées, les grands magasins des grands boulevards à Paris. Ça, c'est un problème qui sera probablement réglé par cette loi, sur lequel tout le monde est d'accord. En revanche, sur les reports de consommation et l'idée que, si vous voulez, sur 7 jours, en réalité, on ferait autant de chiffre d'affaires, autant de consommation que sur 6 jours. C'est faux. C'est-à-dire que, effectivement, vous n'allez pas acheter 2 boîtes à outils, mais en revanche, si jamais vous n'avez pas, si votre fleuriste n'est pas ouvert le dimanche, c'est un mauvais exemple parce qu'ils le sont, et que vous n'achetez pas de fleurs le dimanche, ben vous n'allez pas en acheter le lundi ou en acheter 2 fois le mercredi. Et encore une fois, faites confiance aux entreprises pour ne pas ouvrir le dimanche si elles n'ont pas la certitude qu'en face des coûts, parce que les entreprises vont devoir mettre des coûts supplémentaires, si elles n'ont pas des recettes supplémentaires également. Faites confiance aux entreprises qui seront bien plus au fait de ces questions que le ministre de l'économie qui veut décider pour tout le monde, alors qu'il faut laisser les agents décider pour eux-mêmes. Sur cet argument-là, le e-commerce a explosé, on le voit bien. Or, le taux d'épargne des ménages n'a pas baissé. C'est-à-dire qu'on voit bien que le e-commerce permet d'acheter quand même de façon régulière tous les jours de la semaine, voire même la nuit si vous voulez. Et pour autant, on voit bien que le taux d'épargne est resté élevé en France, ce qui ne veut pas dire que d'un coup, les ménages se sont mis à dépenser l'argent qu'ils épargnaient pour relancer la consommation parce qu'ils avaient la possibilité d'acheter sur l'ensemble de l'année. Donc je pense que le travail de dimanche est en fait, là-dessus, un faux débat. Et c'est un débat en tous les cas qui va se poursuivre avec grand intérêt sur Antenne d'LCI. Mathieu Plane, Maël de Calan, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fin de la newsroom, nous revenons demain en direct à partir de 19h. Excellente soirée.